Elle est en fauteuil roulant électrique. Le seul endroit de son corps qu'elle peut bouger, c'est sa mâchoire, avec laquelle elle actionne un contacteur pour diriger son fauteuil. 5 ou 6 ans de séance dans l'eau, et un jour, elle traverse le bassin de balnéo, une dizaine de mètres, sans aucun matériel, juste en bougeant les pieds de façon. Et Cindy alors la redresse et lui montre: tu étais là-bas, tu es arrivé ici. Et elle se met à pleurer, parce que c'était la première fois de sa vie qu'elle se déplaçait seule. Et justement, j'ai la chance, l'honneur de recevoir à nouveau Cindy Lefeller, nageuse ultra-endurance qui a traversé la Manche, qui se bat pour l'inclusion, qui avec son association Envie de Sens. On en a déjà parlé, on l'a déjà reçue, c'est avec un grand plaisir qu'avec elle, pendant 1 heure, on va se demander: est-ce que les centres aquatiques actuels sont vraiment inclusifs? Qu'est-ce qu'on peut faire et comment? Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, je suis Théo, éducateur sportif, maître nageur sauveteur et coach de natation, et ce podcast s'adresse aux adultes qui veulent comprendre l'eau pour nager à leur façon, qui veulent intégrer la natation dans leur vrai. Ici, le problème n'est jamais la personne, c'est jamais toi le problème, c'est jamais que la natation n'est pas fait pour toi, c'est ce qu'on t'a appris. Et surtout, dans quel ordre. Ce que tu vas entendre aujourd'hui est un des 10 épisodes tirés de la même journée, le fameux 25 juillet 2026, pour la journée mondiale de prévention de la noyade. J'ai tenu 10 heures de direct avec des invités. J'ai eu la chance de recevoir des maîtres nageurs, des formateurs, un champion olympique, une femme qui a appris à nager à 63 ans, et tous les acteurs, tous les secteurs des centres aquatiques, de la piscine, de la natation étaient présents. Chacun est venu avec son bout de sujet et personne n'avait les mêmes clés. Aucun n'a entendu les autres et pourtant, ils se répondent. Et pourtant, ils ont des idées communes, mais aussi suffisamment de divergences pour que ça soit constructif. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux creuser un petit peu davantage, demain soir à 19h, le brief reprend ce que cet épisode laisse ouvert et le ramène à ta prochaine séance. Comment rendre concrètement ta prochaine séance plus efficace, plus productive. C'est gratuit, ça prend 2 minutes à lire. Le lien est sous cet épisode ou alors directement sur swimsmart.fr/inscription-brief. Je te laisse avec l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour Cindy, comment vas-tu? Salut Théo, ça va bien et toi? Ça va très bien, très content de te voir, ça fait très plaisir de t'avoir, merci beaucoup de prendre le temps pour ça. Bah voilà, est-ce que tu peux te présenter? Alors je te préviens, là je commence la 8e heure, je commence à être un peu fatigué, voilà. Je sais que toi tu es habitué à faire des efforts de 18 heures, que c'est facile, mais pour moi c'est pas si facile. Euh, voilà, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Donc je suis Cindy Lefeller. Depuis 20 ans, j'œuvre par différentes actions, notamment en utilisant le sport pour lutter contre l'isolement relationnel et la mort sociale des personnes, des enfants, des adultes, des personnes âgées dépendantes qui sont en situation de handicap, qui vivent en structure collective ou pas. Donc l'idée, voilà, c'est de maintenant, notamment avec Envie de Sens, de mettre en lien des collaborateurs d'entreprise avec ces personnes qui sont différentes comme tout le monde, pour créer du lien et des ponts entre des mondes qui ne se croiseraient pas sans l'organisation notamment des Inclusive Cup. Donc en gros, en résumé, voilà un petit peu ce que je fais. Alors, ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines que je prépare cet événement. Il faut savoir que j'ai investi en masse pour cet événement. J'avais acheté une bouteille de Ciao Kombucha que j'avais réservée pour quand Alain Bernard serait là, parce que c'est la boisson de Squeezie. Et Ok. je me suis dit, si Alain Bernard, que je bois la boisson de Squeezie, que j'arrive à se nommer Squeezie, qui a dit qu'il n'était pas à l'aise dans l'eau, je me suis dit que ça aurait fait plein de trucs. Et j'ai oublié de le sortir quand il y avait Alain Bernard, donc je le fais Bon bah, avec toi, Cindy. vas-y Théo, sors ta Voilà. boisson. J'essaye de forcer le placement de produit ou de Écoute, l'inviter. à la Voilà. tienne. Mais mine de rien, là, je le prends sur le ton de la blague, mais donc Squeezie, c'est plusieurs millions d'abonnés, qui a sorti une vidéo donc, qui fait plusieurs millions de vues et qui dit qu'il n'est pas à l'aise dans l'eau. Je pense que c'est déjà une première étape et que c'est bien de sensibiliser en faisant que certaines personnalités publiques admettent qu'ils ne sont pas forcément à l'aise dans l'eau. Ouais, je trouve que moi, il y a en fait beaucoup de personnes qui sont pas à l'aise dans l'eau, mais d'autant plus qui sont pas à l'aise en mer.
il y a toujours, je crois que les Dents de la Mer ont fait un espèce, donc créé des traumatismes intergénérationnels, même pour ceux qui n'ont pas vu ce film. Et il y en a quand même beaucoup qui ont peur en fait de nager, même des bons nageurs qui ont peur de nager là où ils voient pas ce qui se passe, là où ils ont pas trop pied, etc. Donc c'est peut-être Et le toi, problème aussi de toi, quoi? tu l'as vécu, toi, ce stress, ou pas du tout, notamment dans la traversée de la Manche? Est-ce que tu as dû le travailler en amont, cette peur des méduses, des requins, des bateaux, ce genre de choses? Non, non. Alors j'ai travaillé plein de peurs avec Luc Gégère, là, qui est fondateur de la méthode NERTI, qui est mon préparateur mental. On a travaillé sur tellement de choses, sur toute la faune marine. La seule chose qui me faisait peur, c'était les méduses. Et donc, en une séance avec la méthode NERTI, m'avait enlevé cette phobie des méduses. Et heureusement, parce que vu toutes les méduses, tous les bancs de méduses que j'ai traversés dans la Manche, et en fait, ça a tellement bien marché que quand je les voyais, j'étais contente. Bon, c'était des méduses qui n'étaient pas urticantes, celles-là, hein. Je précise, je suis quand même pas maso. Mais quand elles ont disparu, je me suis sentie abandonnée. Je me suis dit, dis donc, vous êtes où, quoi. Donc, il y avait voilà, ces méduses. Moi, après, toute la faune marine, finalement, je crois que j'en aurais peur le jour où j'y serais confrontée. Mais après, j'ai pas peur de ce qui se passe dessous. Peut-être qu'à Gibraltar, je vais me retrouver face à des animaux plus grands que moi. Et là, je te dirais, au fait, Théo, en fait, j'ai peur de ce qui se passe dans l'eau. Mais pour le coup, non, j'ai pas cette peur. Ça me permet de pouvoir nager tranquillement quand même. Ouais, bah, du coup, profites-en. Je fais une petite parenthèse. Il y a Sandrine qui est maire d'un petit village rural qui est en direct et qui envoie des appels pour intervenir. Bah, du coup, je pense que vu qu'en termes de timing, on est un peu léger, je te propose, Sandrine, de faire l'épisode très vite. Je t'envoie un message dès que le live est fini pour qu'on puisse se caler ça. Et toi, Cindy, tu parles de Gibraltar parce que c'est ton prochain défi, parce que la traversée de la Manche, c'était pas suffisant, il fallait autre chose. Oui, le mois de septembre, entre le 7 et le 17, normalement. Je vais tenter ouais, la traversée du détroit de Gibraltar, toujours pareil, sans combinaison, hein. Donc voilà, c'est les joies de la préparation en plein été, je me régale. C'est important pour toi de préciser sans combinaison? Ouais, parce que c'est pas le même sport. Moi, j'ai eu nager beaucoup en combinaison quand je faisais du triathlon. Quand Jacques Tuzet, qui est un peu le précurseur de la natation en eau libre, de la natation en eau glacée, etc., m'a initié à la natation en eau froide sans combi. Ensuite, donc, je suis partie sur des traversées plus longues et notamment la préparation de la Manche et puis la Manche. On n'est pas du tout. En fait, on n'est pas sur le même sport. Enfin, déjà, on a plus de portance en combinaison. On est quand même plus protégé par le froid. On va plus vite aussi au niveau de la traînée dans l'eau, etc. Donc, ça n'enlève en rien, hein, je précise, hein, les défis de Oui, ceux qui font des traversées en combinaison. C'est pas le sujet. Mais c'est vrai que c'est pas le même sport parce qu'on va préparer des choses différemment, en fait. Et enfin, au niveau de la flottaison, au niveau de d'éléments, on vit pas la même chose. Ça, c'est une certitude. Mais d'accord. bon, après, il n'y a pas voilà, c'est pas il y a pas moi, je fais pas la guerre. Il y a un peu ce truc-là quand même de la guerre des combinaisons et des maillots. Moi, je respecte tout à fait les collègues qui nagent en combi. Après, chacun son envie, son désir. C'est vrai que prendre du poids pour traverser la Manche, par exemple, sans combinaison, c'est clair que ça fait pas rêver. Donc, je comprends qu'on puisse préférer mettre une combinaison. Voilà. Si ça peut t'aider, moi je prends du poids, mais je traverse pas la Manche, donc voilà, Qu'est-ce qui je t'arrive? vais boire des coups, c'est bon. Non, mais évidemment, c'est une précision importante, mais c'est deux sports différents qui n'enlèvent en rien. C'est un peu comme ceux qui font des marathons et des courses sur route et d'autres qui font voilà, en montagne, du trail. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Voilà, c'est juste deux trucs différents. Et ça n'enlève à rien que passer X heures dans l'eau à s'entraîner et puis après, le jour J, à faire la traversée. Voilà, même si en maillot de bain, c'est quand même mieux, on ne va pas se le cacher. Après, il y a le côté un peu mythique, en fait, parce que voilà, premier homme à avoir traversé la Manche à la nage, c'était en maillot, bonnet, lunettes, quoi. Donc, en fait, il y a ce côté aussi de reproduire ça. Et puis, je crois qu'au-delà de l'histoire, c'est tout, c'est toute ce qu'on apprend de l'environnement, en fait.
je crois que ça amène à beaucoup d'humilité face à l'environnement et justement d'être à nu quelque part, parce que en maillot de bain, on peut pas dire que ça couvre grand-chose, même si nous les filles, on est un petit peu plus couvertes que les hommes qui pratiquent ce sport. On est quand même face à nos plus grandes fragilités et je crois que le fait justement de ne pas avoir ce tissu sur nous, ce néoprène, ça permet d'être vraiment dans l'élément Là, je lisais un bouquin sur le sentiment océanique et ça mettait des mots sur ce que moi j'ai pu ressentir justement dans ces entraînements ou dans ces traversées où tu as l'impression de faire partie d'un tout et je crois que cette impression de faire partie d'un tout, tu la ressens surtout parce que t'as la peau en fait qui est dans l'eau, dans l'élément et ouais, je pense que tu vis les choses un peu différemment. De toute façon, on fait pas l'amour tout habillé. Ah non, alors non, en effet. On sent les métaphores que tu vas nous chercher au bout de 8 heures de direct. En effet, alors il y en a, puis... en tout cas pas tout habillé, mais qui garde des chaussettes, je sais pas. Mais c'est sûr, c'est quand même mieux sans rien. Je te rejoins, Théo. Quand je vais retourner nager en mer, je vais penser à ta métaphore, je crois. Blague à part, je sais pas si tu es inscrit à la newsletter et je t'en voudrais pas si c'est pas le cas. La newsletter Swim Smart, j'envoie chaque jour un mail avec soit une réflexion, soit un petit tips concret à appliquer. Et celle d'hier, j'ai vu le film Face à la mer qui est sur Disney+, qui parle de la traversée de Trudy. Je vais plus avoir son nom de famille en tête. Est-ce que tu l'as vu? Oui, ouais. Voilà. Je l'ai vu en revenant de ma traversée de la Manche. Parce que moi, je n'ai pas Disney+, et donc j'étais chez mon parrain et je l'ai regardé avec mes cousines. Et c'était... déjà, c'était génial, parce que... Alors, même si c'était pas dans le même sens, parce qu'elle l'a fait à l'époque, on pouvait encore le faire dans le sens France-Angleterre. Mais elle est arrivée sur la plage en Angleterre, là où moi, j'avais mon hébergement en attendant de traverser. Et donc, je trouvais ça tellement énorme à cette époque, en fait, de pouvoir tenter les choses de cette façon. On voit bien aussi les problématiques dans ce film avec celui qui était censé, l'homme, qui était sur son bateau et qui, en fait, une femme ne peut pas réussir là où l'homme a échoué, en tout cas à cette époque. Bon, même si c'est en train de ressurgir un peu maintenant, ce genre aussi de raisonnement. Mais je trouvais ça vachement aussi inspirant pour plein de jeunes filles qui pouvaient regarder ce film parce que ça montre que c'était pas une société qui permettait en tout cas à des nageuses de pouvoir nager et malgré ça elle est partie justement, on parlait de maillot de bain, elle est partie en maillot de bain 2 pièces et elle l'a fait quoi, et même elle a échoué une fois, elle est retournée et je trouvais ça les messages qui sont véhiculés autour de ce film sont assez chouettes, je trouve. Oui, j'ai trouvé très bien et d'ailleurs j'en parle dans la newsletter et je me demandais à quel point, et peut-être que toi tu as peut-être dû faire des recherches pour ta préparation, à quel point l'histoire vraie est relatée ou c'est un peu caricaturé pour l'occasion. En vrai, je sais pas. Après, je pense que comme tout film, tu vois, il y a un côté forcément, c'est inspiré d'eux. C'est pas l'histoire vraie, concrète et suivie. C'est pas un documentaire en fait. Donc forcément, je pense qu'il y a des choses qui sont qui sont brodées tout autour pour rendre l'histoire belle. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir. Alors, vu mon niveau d'anglais, et tenter de traduire sur justement une brochure qu'il y avait dans un pub au niveau de l'arrivée, où elle allait arriver, il y avait tout ce côté-là, un petit peu avec les gens qui l'attendaient, avec les lampes torches, parce qu'elle s'était perdue un peu aussi à l'arrivée, que le bateau pouvait pas la suivre. Il y avait bien les 2 fois où elle avait tenté, etc. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses de vraies. Après, j'imagine aussi que toute l'histoire racontée autour notamment de cet homme qui était sur son... D'ailleurs, en me disant ça, tu fais exprès ou quoi? Ça me fait bizarrement écho avec ma première tentative de 2022. Mais j'ai pensé à ça. Pendant tout le long du film, j'ai pensé à ton histoire de la deuxième tentative où tu es mieux entouré que la première. Et pendant tout le film, j'ai pensé à toi. J'y avais même pas pensé en le voyant, tu vois, c'est en te parlant là que je me dis, alors, merde, il y a quand même vachement de similitudes. Pour ceux qui écoutent, allez voir le premier épisode, voilà, comme ça fait un teasing.
Cindy a réussi son défi à la deuxième tentative. Et une des raisons, il faudra aller voir. Et moi, j'ai trouvé dès le début, je me suis dit, ah bah tiens, ça a dû lui parler parce que c'est exactement la même histoire, quoi. Enfin, oui, forcément, il pousse les curseurs parce que c'est un film, mais ouais, alors ça m'a pas parlé, je pense, parce que moi je revenais d'une réussite et que j'étais très en paix par rapport à tout ça et que donc cette fameuse personne qui était sur mon bateau en 2022 et qui a contribué à pas mal de choses compliquées dans mon environnement proche avant, pendant et après, je n'y faisais plus qu'un en fait, tu vois, il y avait pas il y avait plus ce côté émotionnel qui pouvait venir me chercher, sur lesquels je pouvais faire des parallèles assez rapides. Mais là d'un coup, c'est vrai qu'en te parlant comme ça, je me dis bah dis donc, ça me fait quand même penser à quelqu'un qui était pas super sympathique sur mon bateau. Donc ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Bien vu Théo. Voilà. Et c'est là où on voit le grand professionnel que je deviens. Alors déjà, tu as vu, j'ai un nouveau studio. Tu as vu, hein, Ah oui. on gagne, on monte en gamme. Alors, c'est fait par ma femme. Je suis obligé de le dire à chaque fois que je parle de mon studio, sinon je me fais engueuler. C'est ma femme qui a fait tout le studio. Donc, Et bah tu féliciteras ta femme. Elle s'appelle comment? elle s'appelle Audrey. Et elle Tu m'engueule diras parce que bravo à Audrey. j'ai pris son dressing pour faire mon bureau, donc elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente du tout. Mais c'est là où on voit que je suis devenu un vrai professionnel, c'est pour faire toutes les transitions entre ce moment-là, le film, et le fait que du coup, nager, on est tout seul dans l'eau, mais on n'est pas tout seul à nager. Ouais, alors je voyais pas je me demandais où tu avais chopé une transition avec le dressing, mais Il y a encore des progrès à faire. j'ai attendu quand même la chute. On n'est pas tout seul à nager. Bah non, en effet. Alors, la natation, c'est un sport individuel. Et souvent, on voit que le nageur. Alors après, moi, ce que je dis n'engage que moi, hein. Mais concrètement, si on reparle de ma tentative de 2002 où je m'étais retrouvée isolée du fait de cette personne qui était dans mon entourage proche, de mes amis, de ma famille, des personnes qui devaient être sur mon bateau, qui sont pas venues parce qu'elles voulaient me faire réagir face à ce que me faisait vivre cette personne. Et ensuite, 2026, où là, j'ai mis 2025, où j'ai mis vraiment une très très grande attention à la construction de l'équipe. D'ailleurs, j'avais des peurs qui arrivaient, ça me provoquait des crises d'angoisse. Donc, lui qui avait vachement travaillé, mon préparateur mental, Luc Gégère, sur toutes les peurs qui arrivaient comme ça, qui étaient des peurs conscientes ou inconscientes. En tout cas, on avait bien conscience pour le coup, celle-ci, d'où elle venait. Et j'ai fait très attention à comment j'ai monté mon équipe. Et je le dis d'ailleurs dans la conférence que je fais maintenant en entreprise, c'est pour parler aussi aux collaborateurs d'entreprise, c'est en fait quand on constitue une équipe, il ne faut pas avoir que son propre intérêt. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire venir que des gens qui venaient parce que ils m'aiment bien et que ça leur faisait plaisir de me faire plaisir. Il fallait, pour moi en tout cas, je voulais qu'il y ait un intérêt individuel. Parce que si on met du sens individuellement dans un projet, en fait, ça va forcément servir le collectif. Et si chacun individuellement est porté par une motivation intrinsèque, elle va forcément servir le projet collectif. Et quand j'ai cherché à constituer mon équipe, pour moi, c'était important en fait que les personnes qui viennent, elles se retrouvent soit dans des valeurs, soit dans des projets, soit parce que ça va leur servir professionnellement, personnellement, etc. Et je crois que dans la traversée, au-delà de la traversée, ma plus grande fierté, c'est vraiment mon équipe. Ils étaient beaux. Franchement, ils étaient trop beaux à voir. Ils étaient efficaces, ils étaient tout le temps souriants, ils ont été parfaits. Et je crois que, en fait, c'est pas mon projet, c'est pas ma traversée. Parce que cette traversée, je me suis rendu compte, notamment avec mon ami Morgane, qui m'avait dépanné au pied levé en 2022, parce que du coup, mon équipe voulait pas être avec cette personne sur le bateau. Donc Morgane m'a dépanné pour pas qu'il soit seul sur le bateau avec l'équipage anglais. Et elle avait une revanche aussi à prendre. Et je crois que Morgane, qui était une amie du lycée, elle est peut-être encore plus reconnaissante envers moi de lui avoir fait vivre ce projet. Alors que moi, j'ai de reconnaissance énorme envers elle d'avoir accepté de venir en 2022, d'être revenue en 2025 et d'avoir contribué à cette réussite. Donc, il y a l'équipage, il y a tous les gens autour. Moi, je sais que ce qui me motivait pour atteindre la plage cette fois-ci, c'était je voulais pas décevoir. En fait, je voulais pas décevoir mes enfants. Je savais qu'ils m'attendaient sur la plage. Je voulais pas décevoir les gens qui croyaient en moi, les gens qui me suivaient. J'avais envie qu'on vive ensemble, tu vois, cette émotion, cette sensation quand tu arrives sur la plage et que tu as réussi. Tu vois, c'était vraiment
Ouais, une réussite collective. C'est ça qui est chouette, quoi. Et c'est ça que j'ai ressenti à nouveau, tu vois, quand il y a un mois, là, le 10 juin, on a fait la traversée, entre parenthèses, du Gard, parce que la côte du littoral du Grau-du-Roi, c'est la seule côte du département du Gard. Donc là, je l'ai fait à la nage en tractant un jeune homme en situation de handicap dans un kayak. Les conditions météo étaient pas bonnes. On avait 40 km/h de vent de face, un courant latéral. Donc le kayak que je tractais, il était déporté sans arrêt. Enfin, c'était un truc de dingue encore. Mais par contre, je savais que j'abandonnerais pas, même si on aurait pu. Et à un moment donné, on était à 9 minutes au 100 mètres, quoi. Tellement que le kayak derrière moi tirait et dérivait et qu'on avait le vent de face. Mais en même temps, je voyais mon équipe autour. Il y avait des gens qui avaient jamais participé à ce genre de défi, qui étaient là. Et pour moi, il était impossible que je les prive de cette émotion qu'on ressent quand on arrive sur la plage et qu'on a réussi un défi, notamment dans des conditions qui sont pas toujours faciles. Donc ce genre de défi, comme plein de choses, en fait, je crois qu'on réussit rien seul. On a tous besoin du collectif. Bah, comme toi, tu vois, tu veux aujourd'hui parler de la journée mondiale de la prévention des noyades. Tu as une idée, tu as un projet. Bah, tu es obligé de fédérer, d'embarquer des gens pour pouvoir porter tes valeurs, porter ton projet. Et je crois que c'est pareil partout, en fait. C'est un peu de savoir s'entourer et puis voilà, de pouvoir ensuite ouais, transmettre ce qu'on a envie de créer, en fait. C'est ça. Alors, je préviens, je suis à 8h12 de live et depuis 10 minutes, mon Mac grésille. Alors, je ne sais Ah, pas ce que ça veut dire. Et peut-être qu'il atteint ça vite. Donc voilà, si à un moment ça coupe, c'est que bah voilà, va falloir vous devenir premium parce que je vais devoir acheter un Mac. Alors voilà. Donc voilà, on ne sait pas, à tout moment ça peut couper, mais bon, pour l'instant ça continue. Justement, c'est la journée mondiale de prévention des noyades. Toi, tu nages pour l'inclusion, pour les autres. Est-ce que tu trouves justement que cette journée mondiale de prévention des noyades est vraiment inclusive ou pas? je pense qu'il n'y a même pas de lien, en fait. Euh, Il n'y a pas de lien dans le sens où, déjà, de façon générale, on voit bien que le savoir nager, on est loin de ce qui était censé être fait, que tous les enfants devaient savoir nager à la sortie de l'école, etc. Déjà parce qu'on manque de piscines, parce que les piscines tombent en panne. Et puis certainement pour d'autres raisons que je maîtrise pas forcément bien le sujet. Mais déjà dans le monde, on va dire, ordinaire, avec des enfants qui ne sont pas en situation de handicap, il y a énormément d'enfants actuellement qui ne savent pas nager. Donc ça se convertit en adultes qui ne savent pas nager. Donc ils se retrouvent eux-mêmes en situation de handicap face à l'élément. C'est-à-dire que en fait, c'est pas parce qu'il va leur manquer des jambes ou qu'ils vont être aveugles ou qu'ils vont avoir une maladie, un handicap invisible qu'ils sont en situation de handicap. Mais là, pour le coup, leur peur de l'eau, le fait de ne pas savoir nager, ça crée un handicap social. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as besoin de te rafraîchir parce qu'il fait 40 degrés, que tu as tous tes amis qui vont sur un bateau, qui plongent à l'eau ou qui vont juste à la plage, ou puis toutes les populations qui sont bien éloignées de tout plan d'eau créent aussi ce handicap face à l'élément. Donc il y a le handicap, il est plus là, je pense qu'il est plus autour de la société civile et de bon nombre de personnes en fait qui ont peur de l'eau ou qui n'osent pas parce qu'on leur a pas appris. Concernant les personnes en situation de handicap, alors là, je vais pas parler des handicaps invisibles parce que là, on va dire, ça rejoint un peu plus, voilà, monsieur, madame, tout le monde. Je vais parler plus toutes les formes de handicap sensoriel ou moteur. Et là, on a une autre problématique, c'est une problématique de moyens financiers pour pouvoir acheter les outils de compensation au handicap qui vont permettre à la personne de pouvoir accéder à l'élément. Donc que ce soit en piscine, en plan d'eau ou en mer. En piscine, il y en a plein qui ont acheté par exemple des lève-personnes, donc du matériel qui permet de mettre à l'eau une personne à mobilité réduite de son fauteuil roulant à la piscine par exemple. Sauf que quand il y a eu l'obligation avec la loi de 2005 de rendre accessibles les ERP, les établissements recevant du public, il y a plein d'établissements qui ont acheté du matériel en branle-bas de combat parce qu'il fallait le faire et qu'on ne voulait pas choper des amendes. Et il y a plein de matériel qui n'est pas adapté, que le personnel des piscines ne sait pas utiliser, qui est super lourd et qu'en claquette, tu te roules dessus, tu finis en arrêt de travail, tu n'as plus d'orteils, ou qui reste dans un coin et qui n'est pas utilisé, on va aller faire un transfert manuel, etc. Donc
Dans les piscines, c'est vrai que c'est pas forcément accessible. Il n'y a pas de balise sonore. Donc, si tu es déficient visuel, aveugle, bah, tu demandes à quelqu'un. Alors, tu peux encore te repérer. Certaines piscines vont avoir des marquages au sol où on va pouvoir, en marchant dessus, suivre un trajet qui va amener jusqu'au bord du bac, mais il y en a quand même pas beaucoup. Et en mer, il y a quand même très peu de plages qui sont labellisées handi-plage. Pour avoir un handi-plage, là par exemple, il y a la commune des Saintes-Maries de la Mer qui m'a demandé de travailler sur la création d'un handi-plage. Bah, il y a plein d'handi-plages. Enfin, il y a des handi-plages, mais il y a des handi-plages qui en fait ne sont pas adaptés à tout le monde. Donc il y a un handi-plage, ils vont avoir un tir à l'eau, donc du matériel de mise à l'eau de la marque tir à l'eau, qui est le plus connu, mais qui n'est pas forcément le mieux adapté à tout le monde. C'est-à-dire que parce qu'on connaît la marque tir à l'eau, on va acheter ce matériel. Mais il y a aussi les hippocampes, il y a aussi les Sofao de la société Firial et Matra. Et donc, c'est important aussi de connaître l'ensemble du matériel pour pouvoir se dire qu'est-ce que j'achète pour que ce soit accessible à tous. Donc, il y a le handicap moteur, il y a aussi tout le tapis qu'on va mettre en place. Et il y a des fois des tapis qui s'arrêtent au milieu de la plage. Au Gros du Roi, par exemple, il y a cette problématique. Il y a un tapis pour pouvoir aller en fauteuil. Et après, pouf, tu as le sable encore pendant 10 mètres, 20 mètres. Bah, tu fais comment en fait? Tu as réussi à aller avec ton fauteuil jusqu'au bord de l'eau et après tu regardes le sable, quoi. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas forcément réfléchies à fond. Il n'y a pas d'audio guide partout pour pouvoir permettre à des personnes aveugles ou malvoyantes de pouvoir se baigner en sécurité. Donc on parle, enfin, je trouve que la prévention de la noyade, elle passe avant tout par l'apprentissage et par l'accès à l'eau et par l'accès à l'apprentissage enfin je l'ai déjà dit d'ailleurs, de ces personnes, mais on en est loin en fait. Et d'autant plus que tous les maîtres nageurs ne sont pas formés pour accompagner des personnes qui sont en situation de handicap, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. Tu prends une personne autiste, c'est pas simple de pouvoir accompagner une personne en fonction du trouble autistique qu'elle a. Il te faut du 1 pour 1. Et donc, ouais, c'est au niveau de la prévention des noyades, je pense qu'il y a du taf. Il y a du taf, Ouais, mais même au-delà du handicap. mais déjà, il y a un gros travail de sensibilisation parce que moi, le premier, quand on me demandait est-ce que votre équipement il est adapté, bah, je disais oui, il y a une rampe d'accès et puis on a un fauteuil de mise à l'eau. Et je m'arrêtais Ouais, là. mais En mode, c'est ça. c'est bon, quoi. Tu vois, j'ai un exemple, rien à voir avec l'eau, mais j'avais une amie qui est en fauteuil roulant. Et elle me dit, tiens, je vais aller visiter des grottes, tu sais, avec les stalagmites, les stalactites, là, qui est pas loin de chez moi, qui s'appelle les grottes des Demoiselles. C'est magnifique, etc. Elle me dit, ouais, j'y vais, j'ai appelé, on m'a dit que c'était accessible. Je fais, non, mais tu plaisantes, en fait, c'est pas du tout accessible. Alors, certes, tu vas pouvoir monter dans l'espèce de petit funiculaire qui te fait monter jusqu'au premier plateau. Tu vas pouvoir rentrer un peu et voir à l'entrée de la cathédrale, donc avec les stalactites, les stalagmites, mais après, jamais de la vie, tu vas en fauteuil, en fait. Et en fait, la représentation de l'accessibilité, on se la fait en fonction de nos connaissances des différentes formes d'accessibilité aux différentes formes de handicap. Et quand on n'est pas formé, quand on ne connaît pas justement déjà quelles sont les différentes formes de handicap, on ne peut pas savoir quels sont les moyens de compensation nécessaires dans, par exemple, toi, ta spécialité, dans la pratique de la natation. Ça veut dire que pour pouvoir avoir ce regard sur une accessibilité complète des différentes formes de handicap par rapport à notre élément qui est l'activité aquatique, il faut d'abord connaître les différentes formes de handicap pour connaître les différents outils de compensation qui permettent de compenser le handicap et ensuite pouvoir dire voilà, enfin, on est accessible pour telle et telle chose, par contre pour telle et telle chose on ne l'est pas. C'est pas parce qu'on va avoir un fauteuil roulant qui permet d'aller des vestiaires jusqu'au bord du bassin pour éviter d'être avec son fauteuil perso et éviter les contaminations sur le bord du bac que c'est accessible parce que la personne, une fois qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Et potentiellement, elle peut ne pas pouvoir se déplacer seule parce qu'on a le personnel dans la piscine qui va permettre de pouvoir se déplacer seule. Comme tu as un handi-plage, ok, mais la personne, elle arrive, j'en sais rien, avec un aidant. L'aidant, peut-être qu'il peut pas se trimballer un tir à l'eau sur du sable. Et on va dire quoi? Si, la plage elle est accessible. Non, en fait, elle n'est pas accessible parce qu'il n'y a personne pour accueillir, il n'y a personne pour accompagner, il n'y a personne pour former sur l'utilisation du matériel et il n'y a personne pour répondre justement à ce que tu disais à est-ce que oui ou non, notre accueil est vraiment accessible à tous, quoi. Et est-ce que tu as des pistes justement pour, alors, pas résoudre le problème, parce qu'évidemment qu'il ne va pas être résolu demain, mais au moins pour faire des pas dans la bonne direction?
Au niveau de quoi? Au niveau de l'accessibilité des piscines, des plages, L'accès etc. Dépend. tout, l'accessibilité ou alors la sensibilisation ou alors juste la communication sur les différents besoins. Tous ces problèmes qui font que à ce jour, il y a un gros manque et un gros problème à régler. Bah, déjà, le gros manque et le gros problème à régler, ça va être l'accès aux piscines. Enfin, il y a déjà, sans même parler de handicap, déjà, tu vois, le savoir nager quand tu es à l'école, on n'y est pas. Donc, t'imagines, pour les personnes qui sont en situation de handicap, où on en est. Raphaël, le jeune que j'ai tracté là, justement, parce qu'il voulait montrer qu'il était capable de faire les choses autrement, et c'était aussi pour financer son fauteuil roulant. Quand il était au collège, en sixième, avec mon fils, c'est moi qui venais à la piscine, parce qu'on avait le projet de faire un triathlon ensemble, pour qu'il puisse aller à la piscine, alors que l'activité aquatique, il n'y a pas plus inclusif en fait comme activité sportive pour les personnes en situation de handicap. C'est un élément avec lequel on peut tellement travailler, avec lequel on peut faire des miracles. Enfin, c'est un outil qui est sous-estimé en fait dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et pourtant, bah, à l'école, on va pas prendre, enfin en tout cas dans certaines écoles, dans certains collèges, certains lycées, on ne va pas prendre ces personnes qui vont être en situation de handicap, avec un handicap moteur parfois important, et on va, alors que c'était l'activité sportive qu'ils pouvaient pratiquer. Et là, il y a une problématique. Pourquoi? Parce que en fait, ça demande du personnel en plus, ça demande de savoir le faire et d'être formé, et que dans l'éducation nationale, au niveau de la formation du handicap, c'est quand même pas super approfondi. Au niveau des maîtres nageurs, si t'es pas, si t'es pas spécialisé, et encore maintenant, je sais même pas ce qui se fait avec le BPGEPS, mais à l'époque, avec le BESAN, tu pouvais te spécialiser au handicap. Maintenant, si tu l'as pas, tu l'as pas forcément dans ton tronc commun ni dans ta partie spécifique. Et si tu te formes pas à ça, comment tu peux savoir en fait? Tu vois, c'est pas une critique des gens qui essayent de faire comme ils peuvent. C'est juste que on ne leur donne pas les outils pour pouvoir accompagner. Donc, quand c'est pas ta culture, quand t'as pas les outils, tu penses pas. Donc, je pense que ça passe déjà par la formation. Et ensuite, bah, c'est de connaître, de se renseigner, en fait, d'avoir une meilleure connaissance des différentes formes de handicap. C'est comme tout, en fait. À partir du moment où tu connais, où tu te... C'est c'est la culture, c'est l'apprentissage, c'est le fait d'aller creuser, d'avoir envie de savoir, en fait, qui va faire qu'on va trouver des solutions. Si on reste finalement passif dans le truc, à se dire, oui, bah, on fait quand même quelques trucs, oui, bon, on n'est pas souvent confronté aux problèmes, oui, mais voilà, ils sont pas beaucoup, bah, les choses, elles avancent pas, et c'est quand même souvent comme ça, et dans tous les éléments de la société, hein. Je parle du handicap, mais ça se retrouve un peu partout, encore plus actuellement. Donc ouais, je pense que ça passe par la formation, ça passe la sensibilisation peut-être un peu moins parce que faut d'abord pouvoir former pour aussi sensibiliser ensuite, pour pouvoir sensibiliser avec des éléments qu'on connaît. Parce que sensibiliser, si on parle de choses qu'on connaît pas, tout le monde ne va pas se sentir concerné. Et puis ensuite, mettre en place des outils de compensation pour pouvoir accueillir davantage ces personnes qui sont en situation de handicap. Parce que je le redis, l'eau, c'est vraiment un outil qui permet de faire des miracles. Moi, je me souviens d'une dame qui s'appelle Martine. Elle était polyhandicapée. Donc, elle était en fauteuil roulant électrique. Elle n'avait pas de code de communication verbale. Le seul élément qu'elle pouvait bouger au niveau de son corps, c'était sa mâchoire, qui lui permettait d'appuyer sur un contacteur pour qu'elle puisse se diriger avec son fauteuil roulant électrique. Et quand on travaillait en activité aquatique, elle arrivait juste à faire un petit mouvement comme ça au niveau de ses jambes. Et en fait, elle était très, 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 très spastique, elle avait beaucoup de raideur, etc. Et force de travailler, euh, j'ai dû faire 5 ou 6 ans à la prendre à peu près une fois toutes les 2 semaines en activité aquatique. Un jour, on se rend compte, je la regarde, je la fais, elle a réussi en fait à traverser la balnéothérapie, donc qui faisait peut-être 10 mètres de long, peut-être un peu moins quand même, sans matériel de flottaison, juste en bougeant juste ses pieds comme ça de façon saccadée. Et là, en fait, je lui ai montré, je l'ai verticalisé, je l'ai relevé, j'ai dit, regarde Martine, t'étais là-bas, t'es arrivée ici. Et là, elle a fait, oh, elle s'est mise à pleurer, et parce qu'en fait, c'était la première fois de sa vie qu'elle se déplaçait seule, alors certes dans un élément qui était l'eau, mais ça lui a permis de se déplacer seule, sans fauteuil roulant électrique, sans encore ses sièges qui vient la chercher, etc. Et c'est pour ça que l'activité aquatique, tu vois, on peut utiliser du matériel de compensation comme les tirs à l'eau, les sofas à eau, les hippocampes. Mais ça ne doit être qu'un moyen de mise à l'eau. Ensuite,
faut sortir les corps de toutes ces, tu vois, ces corps, ces sièges, de ce fauteuil dans lequel on est en permanence. Parce qu'en fait, on peut arriver à faire un travail qui est juste fantastique, quoi. Oui, et que quand j'étais maître nageur et que on recevait des centres IME et qui venaient, ils étaient très contents parce que quand ils étaient dans l'eau, déjà, ils n'avaient plus leur fauteuil. Tu vois, ils étaient plus un peu comme tout le monde, ils n'avaient pas leur fauteuil. Alors, mis à part, tu mets de côté le côté, ils pouvaient se déplacer et tout, mais rien que d'être dans l'eau, en maillot, sans fauteuil, sans les béquilles pour ceux qui avaient des béquilles et tout, déjà ça, c'est une première victoire de se dire, tiens, on est comme tout le monde. Ouais, ce que tu dis, ça me fait penser à. J'ai commencé ma carrière, moi, en tant qu'enseignante en activité physique adaptée. Donc, j'étais aussi maître nageur, donc j'utilisais beaucoup l'eau dans mon accompagnement au sein de la Fondation Personnage. Donc, c'est une fondation qui avait été créée par Lino Ventura. Et là, la structure où j'étais, elle accueille des personnes polyhandicapées et donc un handicap physique, intellectuel associé, parfois psychique, et des personnes avec des maladies dégénératives ou infirmes moteur cérébral. Et donc, quand un jour, j'avais deux résidents qu'on accompagnait, Samy et Samir, qui étaient devant mon bureau à 8h du mat. Autant te dire, ça arrivait jamais, ça, à 8h du mat, qu'ils soient devant mon bureau. D'habitude, pour aller les choper en séance de sport, fallait que je leur cours après dans la structure, quoi. Et là, je suis, oula, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient remontés comme des pendules, parce qu'avec le facteur émotionnel des personnes qui sont infirmes moteur cérébral, tu vois, il n'y a pas trop de gestion des émotions, quoi. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ces deux jeunes, je leur avais trouvé un club de judo sport adapté, parce qu'ils voulaient faire du judo. Donc, sport adapté, plus d'efficience intellectuelle, sport handisport, plus d'efficience physique et psychique, et sensorielle, pardon. Voilà, si on veut caricaturer le truc. Et donc, eux, ils étaient en fait des sports adaptés, ce qui allait bien parce qu'ils avaient une déficience intellectuelle associée à leur déficience physique. Et en fait, là, le matin, ils étaient remontés comme des pendules parce que la veille, en fait, leur entraîneur, ils étaient dans un club franchement top sur Montpellier, une structure d'accueil super sympa, enfin vraiment investie, etc. Mais malgré tout, ils ne peuvent pas modifier les réglementations fédérales. Et donc, Samy et Samir ne pouvaient pas participer à cette compétition de judo parce que ils avaient un handicap physique associé à leur déficience intellectuelle. Donc, ils ne rentraient pas dans les cases. Et je me rappelle à l'époque, j'avais 24 ans, j'ai appelé les deux fédérations sport adapté et handisport en me disant qu'est-ce qu'on fait en fait pour ces personnes qui sont là et qui ne rentrent pas dans vos cases et qui sont au milieu de vos deux fédérations sur certaines pratiques. Et je me rappelle, la fédé handisport m'avait dit mais il ne faut pas dire qu'on fait rien, on fait de la sarbacane et de la boccia. Donc la sarbacane, le truc où tu souffles là, tu sais, la boccia, la pétanque adaptée. Je dis mais vous foutez de ma gueule en fait, si moi un jour j'ai un accident de vie et que j'ai envie de faire un triathlon, je dois pouvoir faire un triathlon. Donc ça m'avait saoulée, je fais bah ok, puisque c'est comme ça, on va monter une structure. Donc c'est comme ça que j'avais monté ma première structure en vol, où je me suis dit bah puisque les choses ne sont pas faites pour eux, nous on va faire en sorte d'adapter les choses à eux et donc de mettre en place des moyens humains, financiers, financiers aussi, mais logistiques et matériels pour qu'ils puissent participer à un triathlon s'ils ont envie de participer à un triathlon, mais forcément ça veut dire d'accepter que la pratique est différente de comment elle est codifiée traditionnellement. Et donc, pour trouver le nom de cette structure, je les avais réunis, je leur avais dit, voilà, qu'est-ce que ça vous procure, toutes les séances d'activité physique adaptée qu'on fait ensemble et toutes les séances d'activité aquatique. Et en fait, ce qui était ressorti, c'était, en fait, on a l'impression de ne plus être en situation de handicap. On a l'impression d'être comme tout le monde. On a l'impression que le fauteuil, il est sur le bas-côté. On a l'impression de s'envoler, d'être un oiseau, d'être léger. Il y avait tout ce sentiment, tu vois, de lourdeur, en fait, et de contrainte qui s'efface et qui amène à quelque chose de plus léger, de plus paisible, de plus lumineux, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, les personnes accueillies au sein de la Fondation Personnage, là, sur une ville à côté de Montpellier, avaient trouvé le nom de ma première structure, Envol. Alors, stratégiquement, il y a tellement d'envols de partout, tu vois, que c'était pas judicieux. Mais au final, je m'en fichais. Ce qui était important, c'était que le nom soit eux qui l'aient trouvé et qu'ils puissent justement verbaliser ce que ça leur procurait, notamment les activités aquatiques, et de se dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Quels sont vos plus grands rêves et comment on peut faire en sorte que vous les réalisiez en compensant le handicap autour des activités sportives que vous aimeriez faire? Mais ça fait écho à, j'ai invité Alain Alibert qui a un handicap respiratoire et qui du coup ne rentre pas non plus dans les cases parce que c'est un handicap respiratoire, c'est pas moteur, c'est pas intellectuel. Et du coup, c'est ça. Même du coup, j'ai l'impression que maintenant son plus grand handicap, c'est qu'il est exclu complètement parce qu'il n'y a pas entre guillemets de case qui existe pour lui et qu'il faut qu'on arrive petit à petit à se détacher de ça. Et merci pour tout ce que tu fais. Et d'ailleurs, dans le chat,
Voilà pourquoi c'était important que tu viennes. C'est toi qui as le plus de commentaires. Tu déchaînes les gens. Donc, Steph qui dit que c'est très intéressant. Sandrine, du coup, une future invitée, j'espère, qui dit que ton intervention est très précieuse et éclairante sur l'accessibilité et l'inclusion. Et pour moi, c'est tout à fait ça, le thématique d'une journée de prévention contre la noyade. C'est ça, c'est rendre la noyade accessible. Ça veut dire aussi de la rendre inclusive. Bah, tu peux reformuler ta phrase? Alors, parce que ça, c'est moi qui ai bugué. Je disais que je rebondissais sur le commentaire de Sandrine qui disait que c'était très éclairant sur l'accessibilité et l'inclusion et que pour moi, une journée comme la journée mondiale de prévention de la noyade, c'est rendre, alors évidemment pas la noyade, mais la baignade accessible et donc inclusive. Ouais, alors là, du coup, on est au-delà. En fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est au-delà du handicap. C'est on est en fait, tout le monde est concerné parce qu'en fait, en effet, tu peux pas être inclus. Il n'y a pas d'équité face à la pratique face à l'élément eau, parce qu'en fait, on n'est même pas sur une histoire de pratique d'activité aquatique. On est sur même ne serait-ce que le fait d'aller se baigner, d'aller à la mer, d'aller dans un lac, d'aller dans une piscine, de pouvoir profiter de l'élément. Si on n'a pas eu accès au préalable à des cours, à l'apprentissage, en fait, au savoir nager. Ou en tout cas, oui, au savoir nager. On ne parle pas de faire des compétiteurs ou d'aller traverser la Manche, juste de savoir se débrouiller dans l'élément eau et pouvoir se sécuriser s'il y a un événement qui fait qu'on en a le besoin. Et ça, en vrai, ça va au-delà du handicap. C'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, on peut tous se retrouver en situation de handicap, même des très bons nageurs qui sont hyper doués dans des bassins, ils vont se retrouver en mer, ils vont être tétanisés, ils vont être incapables de pouvoir aller dans l'eau. Et en fait, du coup, le fait de la prévention des noyades passe par l'apprentissage et même par cet apprentissage finalement du milieu marin. Parce qu'il y a des gens qui vont se noyer, parce qu'ils vont paniquer dans le milieu marin, ou qui vont se surestimer aussi. Le nombre de gens que je vois, de personnes que je vois nager au large, alors l'été, forcément l'hiver, au printemps, tu vois personne. Hein. Mais arrivé l'été, d'un coup, tu as plein de gens qui arrivent et qui se disent tiens, je vais aller choper les bouées des 300 mètres. Mais la plupart des personnes sont jamais avec une bouée de sécurité. Moi, quand je vais nager, j'ai toujours ma bouée de sécu. Et si j'ai pas ma bouée, je vais pas nager. Je sais même pas. Ou alors, je vais rester entre deux digues, là où j'ai pied, etc. Mais il y a énormément de personnes qui vont aussi. Donc, il y a celles qui sont qui ne savent pas, qui ont peur, du coup, qui sont pas inclus justement dans cet élément qu'est l'eau. Et d'autre côté, il y a des personnes qui vont se retrouver en difficulté parce qu'elles vont se surestimer, elles vont me dire oui, je sais, sauf qu'en fait, quand tu connais pas l'endroit où tu vas nager, patauger, etc., tu n'es pas à l'abri des risques. Et là aussi, il y a de nombreuses noyades parce que les gens partent sans se renseigner sur la météo, sans se renseigner sur les courants, n'ont pas de bouée de sécu. Moi, dans ma bouée, j'ai mon téléphone dans une pochette étanche où comme ça, je peux appeler les secours si jamais j'ai un souci. J'ai de quoi me ravitailler. Enfin, voilà, je pars pas à l'improviste comme ça en mode aller à la one again, quoi. Et là, déjà, si on avait une meilleure aussi prévention sur, ok, vous allez nager, mais prenez un objet, une bouée de sécu parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une crampe, vous n'êtes pas à l'abri d'une petite hypoglycémie, vous n'êtes pas à l'abri d'un malaise, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup, la houle se lève, parce que la houle, quand elle arrive, elle prévient pas, quoi, et que vous vous retrouvez en difficulté pour rentrer. Donc, il y a plein d'éléments, en effet, qui permettent où les gens vont se retrouver en difficulté et en situation de handicap, finalement, par un défaut d'apprentissage et de connaissances. Et justement, on a Stéphanie. Alors Stéphanie, je vais dire, tu la connais, mais elle a fait la connaissance de SwimSmart lors de la traversée de Cameroun, où je crois que tu étais dans le groupe WhatsApp. Je crois avoir vu ton nom plusieurs fois passer. Donc c'est comme ça qu'elle a découvert SwimSmart, parce que j'ai couvert la traversée de Cameroun. Et si pour ta traversée de Gibraltar, tu es d'accord, c'est avec grand plaisir que je refais ce genre de... Voilà.
en live toute la journée, des gens viennent, on discute natation. Enfin, c'est une parenthèse. Elle dit que elle touche le handicap du doigt depuis quelques années, que l'eau c'est magique, mais c'est tellement dur parfois de trouver des structures adaptées ou inclusives au-delà des étiquettes. Justement, est-ce qu'il existe une espèce de page jaune des centres aquatiques, des piscines adaptées? Bah, normalement, et tu le sais bien, hein, normalement, tous les établissements recevant du public sont censés, tu vois, voilà. Alors, je change ma question. Est-ce qu'il existe une page jaune des établissements réellement adaptés? Je ne crois pas. À ma connaissance, j'ai envie de te dire, je pense, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Et en fait, pour le savoir, moi, rien de mieux. Par exemple, tu es en situation de handicap, tu vas aller à la piscine. Faut pas demander est-ce que ouais, enfin, la loi du handicap 2005, wouhou, hein. J'étais sûr que ça allait te faire rire. Enfin bon, alors, ça peut être un vaste débat qui peut faire l'objet d'un futur podcast de Théo. Enfin, on en rigole, mais c'est quand même vraiment pas drôle. Oui, non, on rit jaune là. Ah bah ouais, non, c'est un peu hallucinant, surtout sur ces espaces. Donc ouais, par rapport aux espaces aquatiques, en fait, quand on est en situation de handicap, faut pas demander est-ce que c'est adapté ou est-ce que c'est accessible. Parce qu'en fait, la notion d'accessibilité, elle n'aura pas la même représentation pour tout le monde, comme ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. Donc c'est en fonction, t'appelles, t'es en situation de handicap ou t'es un aidant, tu vas demander, tu vas t'imaginer le parcours du nageur. Quand il va arriver à la piscine, voilà, est-ce que normalement les places PMR à côté de l'entrée, vraiment il y en a partout maintenant. Bon bref, tu peux quand même demander, voilà, est-ce qu'il y a de la place PMR? Est-ce que, j'en sais rien, si c'est une personne aveugle qui contacte, voilà, est-ce que vous avez mis en place un audio guide? Est-ce que vous avez des bandes au sol pour pouvoir que puis-je me diriger en toute autonomie avec ma canne? Est-ce que vous avez si t'es en fauteuil, des vestiaires individuels ou qui sont assez grands pour que voilà que je puisse aller avec mon fauteuil, que je puisse me changer? Est-ce que vous avez des douches qui sont accessibles? Est-ce que tu te retrouves pas avec un pédiluve là où en fait il te faut quelqu'un parce que tu as une margelle et que tu peux pas passer avec le fauteuil? Enfin, c'est tout un tas de questions que la personne doit poser, mais en même temps, si elle est jamais allée et qu'elle a jamais été confrontée à un pédiluve avec une margelle, elle va pas savoir comment poser la question. Enfin, elle va pas penser à cette question-là. Donc en fait, les questions, tu sais les poser quand tu es confronté au problème. Donc c'est toute la difficulté en fait. C'est de la méconnaissance des personnes qui accueillent et en même temps les personnes qui sont en situation de handicap, si elles n'ont jamais été confrontées à la problématique, elles vont pas savoir quoi poser comme question parce que pour elles peut-être que c'est évident ou peut-être parce que la piscine où elles vont traditionnellement, elles ont par exemple un pédiluve qui est tout à fait adapté. Sur ce que tu dis, Sandrine, il y avait Philippe Croison alors c'était pas sur les piscines, c'était sur les stationnements, mais ils avaient pour objectif, donc avec leur application VIP, d'étendre aux toilettes accessibles et donc voilà, pourquoi pas aussi aux établissements, aux ERP qui sont accessibles. Bon là c'est un peu plus compliqué parce qu'il s'est associé avec un escroc, donc voilà, il a une autre dynamique là-dessus. Mais bon, une fois le procès est passé, etc., j'espère vraiment que cette application, elle pourra continuer à exister. Donc c'est VIP. Parce que voilà, elle mérite de recenser des endroits qui sont accessibles et c'est la société civile, notamment les personnes souvent concernées, qui relayent les choses en fait. Donc ça permet d'avoir une grosse base de données sur des éléments accessibles. Après sur les piscines, je crois que ça n'y est pas, mais pourquoi pas en fait? Et pourquoi pas même leur proposer? Enfin, tu vois, Sandrine, t'envoies un message à Philippe Croison, tu lui dis, bah tiens, j'ai entendu parler de ton application. Moi, je pensais aussi, voilà, pourquoi pas. En plus, lui, il est sensible aux piscines, puisqu'il il a traversé aussi la Manche à la nage et pas que. Euh, donc voilà, c'est un sujet qui le touche. Donc ça peut être quelque chose qui se rajoute. En fait, je crois qu'il faut arrêter d'inventer des choses, il faut se regreffer à des choses qui existent déjà pour pouvoir les compléter, les faire grandir et travailler. Tu en parlais tout à l'heure, tu parlais de l'équipe. Je crois que on peut faire bouger les choses que parce qu'on est un collectif en fait et parce que on a envie quelque part de militer, d'œuvrer, d'agir contre des choses qui viennent nous chercher et qu'on ne trouve pas justes.
Bah oui, mais c'est tout à fait ça. Et je rebondis aussi sur un autre commentaire. Alors, je ne sais pas si tu vois que ceux qui sont affichés ou si tu les vois tous, les Non, commentaires. je vois. Ah oui, non, j'avais pas appuyé sur commentaire. Bah, heureusement. Ah non, mais je le fais. Stéphanie qui parle que justement, alors qu'elle n'a pas l'étiquette de handicap, mais les clubs maîtres sont pour la compète et qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui permettent du loisir sans compétition. Et c'est vrai que c'est un gros débat parce que j'ai l'impression que ceux qui existent, ils sont trop loisirs du coup. Tu vois, ils sont en mode, ben, on fait que nager, il n'y a pas ce côté progression. Et c'est justement pour ça que j'ai créé Swim Smart, que j'ai créé Swim Smart Club avec tous les entraînements pour pouvoir progresser. Mais c'est vrai que c'est un gros axe d'amélioration et d'inclusion. Toi, ta pratique de la nage, de ton entraînement, tu le vis comment, Cindy? T'entraînes tout le temps seul ou t'es encadré, t'es entouré? Non, je suis pas du tout encadrée. C'est ce qui rend en tout cas, moi, ce que je trouve difficile dans mes entraînements. En fait, mon préparateur physique, il est à Melun. Et en fait, j'ai pas rejoint de club de natation. Bon, alors déjà, parce que moi, j'ai pas payé mes clubs de natation pendant des années. Donc, quand j'ai redécouvert le prix des clubs de natation sur Montpellier et Nîmes, j'ai fait quoi? Non, mais attendez, à ce prix-là. Donc, c'est assez bluffant. Et la problématique que j'ai, moi, sur mes entraînements, c'est qu'on ne prépare pas les mêmes choses, quoi. Donc j'ai pas rejoint un club et pourtant, tu vois, ça m'aurait fait du bien parce qu'à un moment donné, quand tu t'entraînes tout seul, quand tu t'enchaînes des heures et des heures d'entraînement, c'est toi qui dois te motiver, que t'as pas le collectif pour te motiver et que, en plus, alors, quand je vais nager en piscine, je vais en public, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, tu as envie de tuer des gens. C'est pas bien, mais c'est une. T'as envie de choper le pied là de celui qui était en mode de bernique au mur. Ça faisait 3 quarts d'heure, tu vois, puis il te voit arriver, tu fais ta culbute, putain, il repart juste à ce moment-là. Bon, on Je s'en rend crois pas que compte c'est des fois, pour mais ça qu'on a inventé le papillon point fermé. Je crois que c'est justement pour ce cas-là. ou les plaquettes. Non, Ou mais les plaquettes, c'est ça un, des c'est deux. un truc de dingue, les histoires dans les lignes d'eau. Donc en fait, voilà, moi je m'entraîne beaucoup seule. En mer, je suis pratiquement tout le temps seule. D'où aussi bah, tout le matériel de sécurité que j'ai avec moi. Là, après, je suis pas à l'abri. Hein. Une fois, je fais un arrêt cardiaque en mer, j'aurais beau avoir ma bouée. Voilà, enfin, il n'y aura pas grand monde pour venir me récupérer. Surtout quand je nage en dehors des heures de surveillance. Par exemple, moi, je nage tôt le matin, là, l'été. Bah, les maîtres nages, ils sont pas encore là, quoi. Puis quand je me fais des 7 km, enfin, tu vois, bon, bah, faudrait qu'ils me suivent avec un Zodiac. Enfin, un kayak, Et un avec de paddle. l'essence. Voilà. Non, mais donc, ouais, c'est vrai que moi, je nage énormément seule. Donc, je suis pas à l'abri qu'il m'arrive un truc un jour. Même si je dis quand je pars, même si mes enfants, ils ont ma localisation sur mon téléphone, c'est l'inverse. Moi, j'ai pas la leur, ils ont la mienne. Euh, mais si, si, pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils me voient pas rentrer, s'ils voient que mon point de mon téléphone, il est encore au milieu du gros du roi et qu'il bouge pas depuis 6 heures, bon, potentiellement, il s'est passé un truc, quoi. Donc, je fais ce que je peux pour nager en sécurité, mais c'est vrai que j'ai pas ce collectif qui me suit, quoi. Ouais, c'est la difficulté de mes entraînements. Mais c'est sûr que c'est une grosse problématique, que ce soit par l'entraînement qu'on veut faire, l'objectif qu'on a rempli, ou juste par le mode de vie. Moi, je vois, je suis séparé, garde alternée, ma femme est infirmière, donc elle a des horaires un peu compliqués. Je peux pas me dire, tous les jeudis à 18h, je suis dans l'eau, dans la piscine. Parce que mon emploi du temps, il n'est pas adapté à ça. Et c'est vrai que c'est aussi une réflexion qu'il faut que les instances, que les clubs se posent, c'est justement sur la vie, elle a changé. Il n'y a pas que le football qui a changé, c'est toute la vie. Et comment on fait pour s'adapter au mieux? Pour l'instant, il y a Swim Smart, qui est une très bonne idée. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais voilà, tu as une communauté, tu as un groupe WhatsApp, tu as des entraînements. Mais c'est sûr qu'il y a une réflexion à avoir aussi pour attirer les gens un peu dans les piscines. Ouais, mais tu vois, par exemple, tu parlais du foot. Le foot, tu as des terrains de foot, tu as plus de terrains de foot que de piscines, tu vois. Bah, déjà, c'est pas les mêmes budgets. Une piscine, c'est pas du tout rentable. Donc, tu vois, par exemple, sur la métropole de Montpellier, il devait y avoir à la rénovation une nouvelle piscine. La municipalité a changé sur une des villes. Le projet piscine a été arrêté. Mais parce que c'est vrai qu'à un moment donné, si tu dois faire des économies dans ta commune, tu tires où, quoi? En général, le sport et la culture, c'est pas le sport, la culture, le médical, c'est pas les priorités, malheureusement, en termes de choix budgétaires. Et là, donc, cette piscine, bah, verra pas le jour, mais ça veut dire que bah, ça fait un équipement de moins pour pouvoir accueillir
et des enfants et des adultes sur justement le savoir nager en termes de prévention des noyades, mais aussi des gens qui ont envie de nager pour le loisir ou pour le club. Donc il n'y a pas assez de créneaux piscine. Donc à un moment donné, c'est pas possible en fait d'avoir des créneaux qui sont ouverts tout le temps pour des gens, par exemple, voilà, qui travaillent et qui voudraient pouvoir s'entraîner à des créneaux plus larges, Régulièrement. quoi. Bah ouais, Mais je rebondis parce que je suis je suis conseiller municipal, délégué. Je suis aussi vice-président de la communauté de communes. Et c'est une phrase qui m'a marqué, que j'ai déjà dit plus tôt dans la journée, mais c'était ce matin, donc je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui étaient là ce matin. Donc comme ça, je peux me répéter sans que ça ait d'incidence. Et le président de la communauté de communes, à un moment, a dit oui, notre centre aquatique, c'est un problème parce que ça coûte 1 million d'euros par an. Mais si on l'avait pas, il y aurait bien plus de problèmes d'accès à l'eau, d'apprentissage de la natation. C'est aussi à mettre dans la balance quand les politiciens font les choix de quel problème on veut avoir. Bah oui, puis c'est de voir les choses avec une pluralité de regards. Mais ça, c'est comme tout, en fait. C'est un sujet parmi tous les autres. Quels sont les choix qu'on fait? Sous quel prisme on les regarde? Est-ce qu'on arrive à faire un pas de côté, prendre de la hauteur et de se dire, bon, bah, ok, moi j'ai cette vision-là, mais je connais pas non plus, parce qu'ils peuvent pas connaître tous les sujets. Donc, j'étais en train de lire un article là, dans Le Monde diplomatique hier, et il parlait en fait de l'après-guerre, enfin, la guerre n'était pas encore finie, mais Paris avait été libéré. Et c'était en 44. Et donc, ils avaient créé, je me rappelle plus du nom de ces commissions. En fait, en gros, c'était une grosse démarche nationale dans plein de villes où ils demandaient aux habitants de pouvoir se saisir et de pouvoir non pas à la base donner toutes leurs doléances, tout ce qu'ils ont perdu pendant la guerre, mais oser rêver et oser dire comment ils aimeraient voir les choses autrement. Bon, au final, ça s'est plus centré sur des doléances, mais tu vois, l'idée, c'était finalement, on part de la base, où on on ouvre la parole aux gens pour pouvoir exprimer un avis sur des choses qu'ils connaissent et qui sont leur quotidien, ou qui sont leur zone d'expertise, par exemple. Ensuite, tu vois, c'était remonté du coup à l'échelle de la ville. Et ensuite, ça remontait à l'échelle nationale pour que le national, ensuite fasse une synthèse de tout ce qui avait été dit. Bon, apparemment, la synthèse était très stérile dans ce que ça a pu être fait. Mais en tout cas, la démarche, je la trouvais intéressante parce que on prenait le temps d'écouter vraiment des paroles et pas juste des votes lors d'un référendum. Et je crois que sur tous les sujets sociétaux, hein, il n'y a pas que la prévention des noyades ou le savoir nager ou l'accès à l'eau ou aux ERP qui est concerné. Mais tu vois, quand on en arrive un peu à finalement écouter les gens, ça amène des idées. Alors forcément, il y a des trucs qui vont te dire, bon, bah non, on est complètement à côté, mais il y a quand même forcément dans le lot des choses qui vont te faire grandir et qui vont faire grandir la pensée par exemple, tu parles de ton conseil municipal ou de ton agglomération. Bah voilà, on peut pas voir les choses sous tous les prismes. Donc même si on n'est pas d'accord avec ce qui va être dit, ça nous permet quand même d'être éclairés par une autre vision des choses et un autre regard posé sur la problématique. Donc, tu vois, sur les problématiques des piscines, la problématique de la prévention des noyades, la problématique de l'inclusion, il y a aussi des choses qui sont un peu aussi à jouer là-dessus, quoi. Mais bon, réussir à réunir actuellement des gens pour échanger sans qu'ils se tapent sur la gueule, c'est compliqué. Si c'est un sujet qui t'intéresse ou qui vous intéresse, en tant que podcasteur, j'ai été invité à un festival de podcast, donc entre professionnels de podcast. Ça y est, c'est là où je me suis dit que je pesais dans le game. J'étais invité pour ce genre d'événement. Et il y a un podcast qui a le même concept. En fait, c'était quelqu'un dans les rues de Marseille qui avait une pancarte câlin gratuit. Les gens venaient faire un câlin et à ce moment-là, ils disaient allez dans le camion et allez raconter comment vous rêvez 2030. Et du coup, les gens ont joué le jeu et ont dit voilà, nous en 2030, ce qui est trop bien, il y a ça, il n'y a plus de périphérique, mais il y a toute une savane qui peuple le truc. Et voilà, en termes, il y en a qui vont dire que c'est utopiste, d'autres qui vont dire que ça fait avancer parce que ça montre les interrogations qu'ont chacun. Et voilà, c'est intéressant. Ouais, Je te rejoins sur le côté, de toute façon, soyons ouverts, soyons curieux et ça peut que améliorer les choses.
Ah, mais tu vois, l'utopie, des fois, on a tendance à dire oui, t'es un utopiste, genre t'es à côté de la plaque, t'es un rêveur et tout. Et je suis pas d'accord, en fait. Je crois que l'utopie, c'est justement ce qui fait avancer les choses, c'est de d'oser croire le champ des possibles. Parce que si t'es pas utopiste, tu fais pas bouger les lignes, tu fais pas avancer les choses. Si t'es pas utopiste, tu montes pas ton podcast en te disant, bah voilà, j'ai envie d'avoir une action concrète et réelle sur le milieu aquatique, sur la prévention des noyades, etc. C'est l'utopie devrait tous nous animer en fait parce que ça permet de rêver, ça permet en croire au champ des possibles. Et je crois que c'est pas un gros mot. Au contraire, je trouve que c'est un mot qui devrait nous. Quand tu lis d'ailleurs Utopia, c'est bien ça, c'est de se dire comment on peut construire un monde meilleur et comment on peut oser rêver et comment on peut oser y aller. Et l'utopie n'est pas un fantasme en fait. Je crois que c'est quelque chose, tout le monde peut s'en saisir et se dire bon bah voilà, comment on peut faire avancer les choses même si on est à 1000 lieues actuellement comment dire, de l'objectif vers lequel on aimerait tendre. Et c'est pas grave, en fait, on en revient au colibri et au toucan. Ah, Voilà, voilà. l'essentiel, ça va être de faire chacun sa part petit à petit et d'oser y croire en fait. Après, bah, peu importe, peut-être qu'on verra jamais le résultat de notre vivant. Peut-être que ceux en quoi on croit, il faudra. D'ailleurs, les plus grands utopistes, ceux qui ont changé le monde, ce sont des gens qui n'ont pas vu le résultat de leurs actions, de leur vivant, mais ils ont contribué à faire que justement la société avance vers bah, plus de droits, plus d'égalité, plus de justice, etc. Oui, Top. c'est ça, ouais, c'est la phrase de Mark Twain. Ouais. C'est ça. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je la lis parce que comme cet épisode cet échange va être coupé, puis après diffusé sur Spotify, il y en a qui vont que l'écouter. Donc c'est pour ça que je cite les messages. Voilà. Un grand merci pour ce temps. On a, comme d'habitude, on a digressé, on a parlé de plein de choses, mais le point de départ, c'est ce qui nous a rassemblés, c'est l'accès à l'eau, à la baignade, à la natation. On va finir par la question que j'ai posée un peu à tout le monde. Donc, si tu as entendu les autres réponses, tu n'as pas le droit de les réciter. Je me suis connectée que là, donc je n'ai rien entendu, je suis bien désolée. D'accord, bah, merci du soutien, ça fait plaisir. Solidaire je suis désolée. Mais ça sera en replay, donc tu pourras tout réécouter tranquillement, voilà. les 9 Pendant heures, 8 les heures 10 heures. d'affilée, promis. Voilà. Non, mais selon toi, quel est le plus petit pas qu'on peut faire dans la bonne direction quand il s'agit de noyade? Acheter une bouée de sécurité. Je crois que c'est un petit pas que tout le monde. Enfin, en fait, je pourrais dire plein de choses, mais en fait, je crois que c'est un petit pas qui est facile. Et parce qu'en fait, ceux qui ont vraiment peur et tout, ils iront pas forcément dans l'eau, il me semble. Mais là, vu que c'est l'été et qu'il y a de l'eau vive, etc., je pense que ouais, une bouée de sécu, tu vois, si tout le monde se baladait allait nager avec sa bouée de sécu, je pense qu'on éviterait pas mal de drames. Top. C'est concret. Et je vais mettre après bout à bout tous les conseils qu'on a eus. Donc, à la fin de la journée, ça en fera 10. 11 avec Mélinda. Donc, il y aura de quoi faire. Et si chacun, on a bien vu tout au long de la journée que déjà, ça concernait tout le monde et que tout le monde peut être acteur de ce thème et de cette thématique. Donc, c'est important. Un grand merci. J'ai pas posé la question. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton association Envie de Sens pendant que je la fais défiler sur sur l'écran? Ouais, alors Envie de Sens, c'est la résultante de 20 ans d'engagement dans le milieu du handicap, enfin des handicaps. Et en gros, l'idée, c'était de trouver un modèle d'innovation sociale pour sortir de l'isolement relationnel et de la mort sociale des enfants, les adultes, les personnes âgées. C'est pas du tout ça. Numéro 2 qui sont en situation de handicap, voilà. Et notamment qui vivent en structure collective. Et pour ce faire, je me sers de mes traversées pour faire des conférences en entreprise et parler du handicap d'une façon un peu funky. Et ensuite de proposer aux entreprises, aux collaborateurs de participer à des Inclusive Cup. Donc, depuis la création d'Envie de Sens, l'entreprise partenaire qui est là depuis le début, c'est la région sud de Veolia-Eau, qui est dirigée par Olivier Sarlat, qui me permet justement d'organiser les Inclusive Cup,
et puis décemer voilà, cette volonté un peu de créer des ponts entre des mondes qui ne se rencontreraient pas d'habitude. Et là, actuellement, on est rendu à plus de 1500 heures de liens sociaux créés grâce aux collaborateurs de la région sud de Veolia Eau et les organisations d'envie de sens pour des personnes en situation de handicap. Donc l'idée, c'est voilà, des semer, notamment avec d'autres entreprises. Et à côté, on fait aussi de la formation. Donc de la formation pour redonner du sens dans sa pratique professionnelle, donc notamment pour toutes les professions d'ailleurs, mais aussi les formations autour de l'eau pour les structures médico-sociales. Top, très bien. Est-ce que tu as une date pour la prochaine T'as pas le son. Alors, je suis nulle en lecture labiale. Non, bah, normalement, on voit le son. Toujours pas. Est-ce que dans le chat, vous m'entendez? Moi, je vois mon son bouger. On t'a perdu, Théo. Non. Alors, si tu veux, je peux faire... Vas-y, bouge les lèvres. Si tu veux, je peux faire comme si je vais inventer ce que tu es en train de dire. Alors, je suis désolé, parce que tout le monde m'entend. Il n'y a que toi qui ne m'entends pas. Là, en fait, tu es en train de faire croire à ton ordinateur plante parce que toi, tu es en train de bugger, c'est ça? T'en peux plus, ça fait 9 heures. Voilà. Hop. Ah, il n'y a que moi qui n'entends pas? Non, c'est bizarre. Bon, en fait, je me fous de ta gueule, mais moi, j'ai rien touché. Je sais pas, je comprends pas. Bon, bah écoute... Voilà. Donc, c'est toi qui as bugué. Comme ça, je vais répondre à côté. Tu vas me dire un truc et... Voilà. Non, mais si dans le chat, vous pouvez la remercier, la féliciter pour tout son travail. Et c'est un grand honneur de l'avoir. Comme ça, tu seras obligé d'écouter le replay pour tout savoir. Bah, merci à toi, Théo. Ouais, je t'écouterai le replay, promis. Salut tout le monde, merci Théo. Et puis allez, à fond derrière toi pour la dernière heure.